Bonjour à tous et bienvenue sur agenceinfolibre.fr. Après avoir passé à la loupe le retour de Sarkozy, nous nous sommes penchés sur le cas Bernard-Henri Lévy. Pour ce faire, nous avons décrypté le complément d'enquête qui lui était consacré cet été. Complément d'enquête qui n'a d'enquête que le nom, comme vous allez le voir. À la loupe numéro 2, la vérité sur Bernard-Henri Lévy. C'est parti. Cet été, le magazine de Benoît Duquesne, Complément d'enquête, était consacré donc à Bernard-Henri Lévy. Complément d'enquête étant considéré comme étant une émission plutôt sérieuse, j'étais confiant. D'ailleurs, en voyant la présentation de l'émission, cela me semblait bien parti. Bonsoir, pour ce premier numéro des hors-séries de Complément, nous vous proposons un reportage inédit sur un homme inclassable. Il irrite autant qu'il séduit. Certains le traitent de philosophe mondain, d'écrivain dépoitraillé, voire d'imposteur, quand d'autres saluent son engagement sur le terrain et ses combats pour la démocratie et la liberté, et envient même son réseau d'influence. Cet intellectuel très médiatique, c'est bien sûr BHL, Bernard-Henri Lévy, un homme d'influence, et c'est le thème de ce premier hors-série de Complément d'enquête. Pour ceux qui n'auront donc pas vu l'émission, le complément d'enquête n'aura été qu'une réclame pour le produit Bernard-Henri Lévy. Une succession de compliments, quelques petites critiques et c'est tout. N'ont-ils donc pas trouvé meilleur contradicteur pour BHL que l'entarteur Noël Godin? C'est donc ça, complément d'enquête. Trouvant le résultat plutôt pitoyable, nous avons décidé avec l'agence Infolibre de nous pencher par nous-mêmes sur BHL. Nous avons lu du BHL, nous avons lu sur BHL, nous avons passé en revue l'ensemble de ces passages télé, et ce, afin de vous apporter l'enquête la plus complète possible. Toute la documentation que nous avons utilisée sera d'ailleurs téléchargeable sur le site, et ce, afin que vous puissiez vous faire par vous-même votre avis sur notre enquête. Dans ce premier épisode, donc, nous reviendrons dans un premier temps sur l'origine très contestable de la fortune de Bernard-Henri Lévy, pour ensuite nous pencher sur les cas Polanski et DSK, et ce afin de vous démontrer que notre philosophe préféré a des combats à géométrie variable. Le reportage de France 2 explique que Bernard-Henri Lévy est riche, très riche, immensément riche. Pourtant, à aucun moment on ne vous parle réellement de l'origine de cette fortune. C'est pourtant curieux. Voyez par vous-même. Voilà 40 ans que le philosophe engagé promène ainsi sa silhouette à travers le monde, sans contrainte, comme bon lui semble. Par quel miracle? Chronique d'une vie où se conjuguent l'audace et la chance d'être bien né. Une enfance heureuse, une mère aimante et dévouée, un père héroïque, mais pas seulement, il y a aussi la fortune. Car André Lévy va faire de son fils un richissime héritier. Souvenez-vous, la petite entreprise de Cagette, elle a beaucoup grossi, au point de devenir une multinationale de 4000 salariés. Le milliard. En novembre 96, le magazine Challenge classe la famille Lévy parmi les plus riches de France. Capital estimé, 455 millions de francs, 70 millions d'euros. Cette fortune familiale, le jeune Bernard-Henri Lévy va s'en servir pour échapper à un parcours d'universitaire tout tracé. Une minute. Une minute seulement pour évoquer l'origine de la fortune de Bernard-Henri Lévy. Dans le reportage, on nous explique que Bernard-Henri Lévy a hérité de la majeure partie de sa fortune suite au décès de son père. Il a hérité, je cite, d'une société de Cagette qui a beaucoup grandi. Ce que ne vous disent pas les journalistes de France 2, c'est déjà le nom de cette société. Et c'est intriguant, la Bécob. Ce qu'ils vous disent encore moins, c'est comment André Lévy et son fils, également partie prenante Bernard-Henri Lévy, ont fait pour obtenir cette grande fortune. Ce qu'ils ont fait, et nous allons vous le révéler, s'appelle au mieux de l'exploitation de la misère humaine, au pire du néocolonialisme et de l'esclavage moderne. Tout d'abord, petit retour en arrière pour comprendre. Créée en 1956 par André Lévy, la Bécob est une société spécialisée dans le commerce du bois.
Une société qui réalise une grande partie de son chiffre d'affaires en Afrique grâce au commerce de bois précieux. Dès le début des années 80, BHL est très impliqué dans la société. Il sera chargé entre autres de la communication. Il en sera même le président aux côtés de sa mère après la mort de son père au milieu des années 90. Ainsi, BHL ne peut amoindrir sa responsabilité quant aux actes commis par la BCOB. Aujourd'hui, il est très compliqué d'obtenir des informations sur la BCOB. Ce que nous savons, c'est que la société d'André Lévy et de Bernard-Henri Lévy avait, sur le territoire africain, différentes exploitations via des filiales, notamment en Côte d'Ivoire et au Gabon. Comme vous allez le voir, cette société a pendant plus de 30 ans pillé la forêt africaine et exploité la main-d'œuvre locale comme du bétail. Voilà ce qu'auraient dû vous dire déjà dans un premier temps les journalistes de France 2. Ils ne l'ont pas fait. Pour preuve de ces allégations, nous allons nous pencher sur l'article censuré d'Entrevue, déterré par Beau et Tosser dans leur livre Une imposture française. En mars 1998, Entrevue, un mensuel créé par Thierry Ardisson mais racheté par le groupe Hachette, décide d'envoyer une équipe enquêter sur la BCOB, une entreprise spécialisée dans le commerce du bois. Cette société, fondée par André Lévy, le père de l'écrivain, décédé 3 ans plus tôt, avait été dirigée 2 années durant par Bernard-Henri Lévy, seul aux commandes avec sa mère. À la date de l'enquête d'Entrevue, l'écrivain vient juste de jeter l'éponge et de revendre l'entreprise familiale à l'homme d'affaires François Pinault, vieil ami de la famille. Les journalistes d'Entrevue estiment digne d'intérêt de savoir comment diable cette entreprise d'exploitation de bois de 3 milliards de francs de chiffre d'affaires a bien pu être gérée par l'icône de Saint-Germain-des-Prés. Il est donc décidé d'envoyer une équipe de reporters en Côte d'Ivoire enquêter sur Sivaubois, une filiale locale des Lévy. Aziz Zemouri et Philippe Loparelli, les journalistes d'Entrevue, ne vont pas être déçus. D'Abidjan, ils prennent un chemin de brousse qui les mène sur les lieux de l'exploitation, et arrivent en plein conflit social. À Sivaubois, les travailleurs se plaignent des retards de salaire et leur banderole dénonce des conditions de travail esclavagistes. Le photographe prend des clichés, Entrevue tient son sujet. L'article d'Entrevue dont je viens de vous parler ne verra jamais le jour, malheureusement. En effet, la direction d'Entrevue préférera le censurer. BHL sera totalement partie prenante dans cette censure tant il aura mis son poids pour éviter cette publication. Comment pourrait-il accepter que des journalistes exposent des conditions esclavagistes de travail sur les exploitations de Monsieur BHL alors que celui-ci vient de gagner plusieurs centaines de millions de francs grâce à cela? Comment pourrait-il demain aller sur les plateaux télé et se faire chantre des droits de l'homme alors que lui-même ne les respecte pas? Bon, il est vrai qu'Entrevue n'est pas le magazine le plus sérieux de France. Je vous propose donc de voir une autre preuve de mes allégations. En 2000, soit 3 ans après la vente de la société de BHL, une association gabonaise, le SIAGE, a demandé à Forest Monitor, une ONG spécialisée dans la déforestation, d'enquêter sur les activités forestières européennes. L'un des sites visés, le chantier Mboumi par la SHM, filiale de la BCOB, sera visé par cette étude. Les résultats de cette enquête seront catastrophiques pour l'ex-société de BHL. En voici un extrait. À la page 50 de l'étude Forest Monitor, intitulée Résumé d'impact des activités forestières des compagnies européennes sur les populations locales et l'environnement, nous constatons que la presque totalité des chantiers forestiers sont très éloignés des villages. La situation géographique des chantiers forestiers obéit certes à la richesse du permis d'exploitation, mais surtout à la logique d'éviter les conflits avec les populations sur les droits de propriété. C'est le cas des sociétés que nous avons visitées. En effet, le chantier Mboumi de SHM, filiale de la BCOB, société d'André Lévy, se situe à 37 km de Njolé, ville la plus proche. À la page 51 de la même étude, nous apprenons que la SHM, éloignée de Njolé, semble ne trouver aucun inconvénient au sort qui est réservé aux populations, car la chaussée est complètement délabrée. Ceci est en partie dû au passage répété des grumiers qui ont des chargements supérieurs aux normes exigées au Gabon, 50 tonnes. En ce qui concerne l'eau potable, les travailleurs d'autres compagnies forestières se contentent des ruisseaux et rivières pour s'alimenter en eau. Nous avons fait ce constat à la SHM où les cadres possèdent de l'eau potable par le biais d'un château d'eau, aménagé pour la circonstance, tandis que les travailleurs doivent parcourir plus d'1 kilomètre pour s'alimenter dans une rivière qu'ils ont affectueusement baptisée Anza. Ces travailleurs sont exposés aux maladies car cette eau est polluée par des poussières et autres substances. À propos de l'habitat, les travailleurs vivent dans des niches mal aérées. Au sujet des dispensaires, ils sont dépourvus de médicaments et pour certains, le personnel employé est incompétent. Toujours dans l'étude Forest Monitor à la page 52, nous apprenons qu'au sujet des loisirs, à la SHM, filiale de la BCOB, seuls les cadres ont la télévision, alors que les travailleurs n'ont ni télévision ni radio.
Le mot salle d'écoute n'est jamais parvenu à leurs oreilles. À propos de l'école, à la SHM, c'est la catastrophe. En effet, les classes sont petites et le personnel est incompétent. Pour l'année 1998-99, le pourcentage de réussite n'a pas dépassé 10%. Cette situation a conduit les travailleurs à envoyer leurs enfants à Njolé, qui est à 37 km. Enfin, à propos du braconnage, la quasi-totalité des travailleurs des chantiers forestiers sont des braconniers. Les compagnies n'ont jamais considéré cet aspect comme étant important dans la gestion de leurs chantiers. Cette enquête ayant été réalisée en 2000, il convient de préciser que BHL n'était plus alors propriétaire de la Bécob. Néanmoins, comme le précise Lingard et Delaporte dans leur ouvrage Le nouveau BABA de BHL, s'il n'y avait pas d'eau potable en 2000 sur l'exploitation, pouvait-il y en avoir en 97? Si en 2000, les logements étaient des niches mal aérées, en 97, pouvait-il en être autrement? Si en 2000, l'école était mauvaise, en 97, l'était-elle moins? À vous de juger. En plus d'être contestable sur le plan des conditions de travail, pour dire les choses poliment, les Lévy, père et fils, via leur société toujours, se sont comportés en véritables prédateurs sans scrupules sur le continent africain. Pour preuve, la Sophie Bell. La Bécob y a une participation minoritaire. Je vous propose de lire le rapport du Centre de recherche pour le développement international concernant cette société. Au Cameroun, les deux principales activités illégales sont les suivantes. Coupe illégale. Il s'agit notamment de la coupe sans permis d'exploitation, généralement par des chômeurs, la location de titres, la coupe d'arbres dont le diamètre est inférieur au minimum prévu pour l'exploitation, et la coupe à l'extérieur du territoire autorisé. Fausse déclaration. Cette pratique, fort répandue, se solde par d'importantes pertes pour l'État et la collectivité. Selon des données provenant du Cameroun Est, le volume de bois non déclaré en 1992-1993 approchait le tiers de la production. Un examen des infractions officiellement enregistrées entre 1988 et 1990 révèle que presque toutes les grandes sociétés d'exploitation forestière ont commis des infractions. Outre les pratiques générales précitées, on relève la destruction de barrages de contrôle et l'enlèvement de grumes confisquées sans autorisation. La société forestière et industrielle de Bélabo, Sophie Bell, dans laquelle la Bécob, société d'André Lévy, a des participations, a été l'un des pires contrevenants. Voilà donc d'où vient une partie de la fortune de M. BHL. Traitement inhumain de travailleurs africains, exploitation de la misère humaine, peu de contrôle sur les exploitations de bois précieux, et encore le pire, ce n'est même pas tout. Nous pourrions vous raconter qu'en 85, la Bécob, à force de jouer un peu trop avec les montages fiscaux douteux, subit un redressement fiscal de 12,6 millions de francs. Nous pourrions vous raconter également que la même année, la Bécob reçoit un prêt de l'État français à un taux très avantageux. L'État français finalement pas très rancunier, n'est-ce pas? Pourquoi ne vous ont-ils pas parlé non plus de l'affaire Urbain et Graco et de ces factures déterrées par Jean Montaldo qui démontrent que des sociétés privées finançant en sous-main le Parti socialiste payaient aussi les factures du journal de BHL? Pourquoi enfin ne vous ont-ils pas parlé de l'implication de BHL dans une affaire de délit d'initié en 2000? Ils ne vous ont pas parlé de tout cela parce que les journalistes de complément d'enquête, la rédaction de l'émission France 2, ne font en aucun cas ici du journalisme, mais de la propagande, de la publicité si vous préférez. Ne vous méprenez pas. Tout ce que je viens de vous dire, ils le savent pertinemment. Quelques livres lus, quelques recherches sur le net, quelques appels bien sentis, le tour était joué. Non, ils ont préféré volontairement occulter cette partie sombre de la richesse de Bernard-Henri Lévy. Pourtant, s'il n'était pas aussi riche, aurait-il tant d'amis? Serait-il de partout? Posez-vous les bonnes questions. Cherchez les réponses. L'un des points importants de ce reportage est le fait que Bernard-Henri Lévy a un énorme carnet d'adresses, énormément d'influence. Pourtant, certains de ses amis ne sont pas indiqués dans le reportage, ils sont même occultés. Je parle naturellement de Roman Polanski et de DSK. Petit rappel des faits. Roman Polanski est un cinéaste franco-polonais. Il est notamment le réalisateur des films Rosemary's Baby et Le Pianiste. En 1977, en marge d'une séance photo, Roman Polanski saoule, drogue et viole une jeune fille de 13 ans, Samantha Gailey. Après avoir fait 47 jours de prison, le réalisateur est libéré sous caution et fuit en Europe. Il se soustraira à la justice américaine et paiera la jeune fille dans le cadre d'une transaction judiciaire. Mais la justice américaine
après s'être montrée discrète durant plus de 30 ans, décide de mettre la main sur le réalisateur, considérant qu'il n'a pas payé sa dette. Ainsi, le 26 septembre 2009, il est arrêté à Zurich pour être extradé aux États-Unis. C'est à ce moment de l'histoire qu'arrive Bernard-Henri Lévy. Notre vengeur masqué va voler au secours de son ami dès que l'information sortira. Plateau télé, émissions de radio, pétitions, articles en ligne, il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour défendre son ami. Ces années, qui non seulement aient été poursuivies 32 ans après, avec cette espèce de chasse à l'homme démente à laquelle on assiste aujourd'hui, mais qui même ait fait l'objet à l'époque d'une peine de prison aussi sévère que celle qu'il a faite lui-même. Et troisièmement, il dit, il y a eu un accord, comme ça se fait aux États-Unis, souvent, entre toutes les parties en 77, dont entre le la juge, victime, le juge, dans le bureau du juge, dans un council chamber, une sorte de séance de conciliation entre le procureur de l'époque, la victime, l'accusé Polanski, et il y a eu une peine de prison qui a été prononcée et qu'il a purgée. Donc Polanski dit aujourd'hui, à la règle du jeu, j'ai purgé ma peine. Il n'a fait que 43 jours de prison. Est-ce que franchement c'est assez? Enfin écoutez, 43 jours de prison, d'abord c'est énorme. À la même époque, celui qui a été le plus lourdement condamné, c'est Roman Polanski. C'est vrai que l'opinion d'aujourd'hui a une sensibilité qui n'était pas celle de 1977. Est-ce que ça n'est pas de bonne guerre, de la même manière qu'on se retourne contre des prêtres pour des affaires qui datent de 30 ans, 40 ans, que la justice essaie de rattraper Roman Polanski? Mais la justice n'a pas à rattraper Roman Polanski, puisque Roman Polanski n'a jamais fui. Roman Polanski est retourné aux États-Unis en 1977 pour entrer en prison. Mais vous comprenez que ça peut être gênant d'en tirer argument, de parler, d'évoquer les qualités humaines ou artistiques d'une personnalité pour le dédouaner de ce qui est un crime aux yeux d'une justice d'un grand pays démocratique. Premièrement, je ne suis pas juge, et jusqu'à nouvel ordre, il a toujours dit qu'il n'avait pas commis ce crime. Deuxièmement, l'aurait-il commis qu'au bout de 30 ans, il n'y aurait pas de société s'il n'y avait pas ce principe-là. Il y a prescription. Le temps efface le crime, Bernard-Henri Lévy. Pas tous. Il y a des crimes imprescriptibles. Il y a toute une réflexion de juristes, que nous ne sommes ni vous ni moi, mais qui ont beaucoup réfléchi là-dessus. Il y a des crimes qui sont imprescriptibles. Les autres crimes sont prescriptibles. Attendez, la Suisse abrite des criminels autrement plus sérieux que Roman Polanski et vient maintenant arrêter Roman Polanski qui a commis peut-être cette erreur de jeunesse il y a 30 ans. Non, attendez, que la Suisse se souvienne plutôt de son beau passé. BHL manie le vrai et le faux afin de faire douter les spectateurs et les journalistes. 2 exemples. Premier exemple, il parle d'une erreur de jeunesse. Pour information, lors du viol de Samantha Gailey, celle-ci a 13 ans. Roman Polanski a 43 ans. Peut-on alors parler d'une erreur de jeunesse? Deuxième exemple. Il accuse la justice américaine de s'acharner sur Roman Polanski et que du fait que c'est un grand homme, elle continuerait les poursuites alors qu'elle les aurait arrêtés pour quelqu'un d'autre. 2 précisions. La première est que Roman Polanski a fui les États-Unis pour ne pas être condamné. De fait, la justice américaine a dû être beaucoup plus lente. Deuxième chose, et c'est très important, Samantha Gailey a été violée. L'agression sexuelle n'est en aucun cas effacée par le temps. Elle doit être réprimée. La justice américaine doit faire son travail, mais BHL ne l'accepte pas. Passons maintenant à l'exemple de DSK. Dominique Strauss-Kahn, alors président du FMI, est accusé le 14 mai 2011 d'avoir agressé sexuellement une femme de ménage, Nafissatou Diallo. Le 19 mai 2011, DSK est inculpé de 7 chefs d'accusation et est remis en liberté contre une caution. Et dans la foulée, devinez quoi? BHL va remuer ciel et terre pour défendre son ami DSK. Moi, j'aurais voulu qu'on oublie Strauss-Kahn un peu plus, c'est-à-dire qu'on ne présente pas ces images de marche, de montée au supplice, parce que c'est un supplice médiatique, donc un supplice quand même. Comme Robert Badinter l'a dit, c'est une espèce de mise à mort, y compris sur les télévisions françaises, qui en principe, comme vous savez, n'ont pas le droit de montrer ce genre d'image. Parlons maintenant, par exemple, parlons. La victime, c'est Strauss-Kahn, d'ores et déjà. Il est d'ores et déjà victime de cette espèce de cirque infernal dont il a été Alors, parlons maintenant de Time Magazine. Il y a une ou l'autre. Si Madame Diallo a été violée, c'est une victime. Si la justice conclut qu'elle ne l'a pas été, il y a une victime aussi. Et quelle victime? C'est Dominique Strauss-Kahn. Mais en même temps, vous savez aussi qu'avec la justice américaine, que vous semblez contester, il y a une chose qui peut jouer pour votre ami, c'est coupable ou pas, de toute façon il s'en sortira parce qu'avec l'argent on s'en sort toujours aux États-Unis devant un tribunal. Mais j'en sais rien. Ou avant, disons.
on trouve un arrangement et puis voilà, on n'en parle plus. On verra, non. Pour l'instant, je sais que en Amérique, on ne montre pas les photos de Ben Laden mort pour ne pas offenser les musulmans, c'est ça qu'on nous a dit. On nous montre les photos de Dominique Strauss-Kahn humilié. Alors sur l'image de Dominique Strauss-Kahn menotté, livré aux caméras, il y a un argument aux États-Unis qui consiste à dire on traite tout le monde pareil, les puissants comme les autres, que dites-vous ? Bah écoutez, c'est absolument dégueulasse parce qu'on sait bien que tout le monde n'est pas pareil. On sait bien que quelqu'un comme Dominique Strauss-Kahn est évidemment traité par l'opinion d'une manière différente. On sait très bien qu'il y aura une meute de photographes pour l'humilier, pour guetter le moindre frémissement de son visage, pour le mitrailler de photos. On le sait très bien. Donc c'est un argument faux. Bien sûr que la démocratie dit qu'il faut traiter tout le monde de la même façon, mais tout le monde n'est pas tout le monde. Dans ces deux affaires, Polanski et DSK, l'abject répond à l'abject. Dans le cas de Polanski, BHL demande rien de moins qu'une exemption judiciaire pour un viol sur mineur. Dans le deuxième cas, concernant DSK, il souhaiterait qu'il soit traité différemment que n'importe quel autre justiciable américain. Voilà encore une fois ce que les journalistes de complément d'enquête ne vous auront pas expliqué. En effet, mentionner les soutiens féroces de BHL pour Polanski et pour DSK décrédibiliserait un petit peu le philosophe. Comment pourrait-il d'un côté défendre Ayaan Hirsi Ali, Taslima Nasrin et Sakineh contre l'islam radical tout en défendant des violeurs patentés? Pour toute critique, ils vous ressortiront l'affaire Botul, un emprunt malencontreux dans un livre pastiche. Vous savez, l'erreur est humaine. Voilà donc pour ce premier épisode d'À la loupe, spécial BHL, j'espère qu'il vous aura plu. Dans le deuxième épisode, nous reviendrons sur les guerres qu'il se plaît à encourager, sur son soutien indéfectible à l'État d'Israël, sur ses mensonges et inventions, et enfin nous conclurons le cas BHL. Merci pour votre soutien à l'agence Info Libre, merci pour vos dons, merci pour vos likes, merci pour vos partages qui participent encore et toujours à faire connaître notre travail. Je vous dis donc à très bientôt, et n'oubliez pas, toute résistance commence par une prise de conscience. Merci.